Le 15h sur LCI, bienvenue si vous nous rejoignez. Fin du RSI, réforme du statut des auto-entrepreneurs, baisse des charges. Emmanuel Macron est-il le président des petits patrons ou du moins des indépendants? On débat, on décrypte sur ce plateau et puis on va aussi parler de cette jurisprudence européenne. Envoyer un mail personnel de sa boîte pro ne peut justifier un licenciement. Alors jusqu'où l'employeur peut-il aller dans la surveillance de l'Internet? On en parle avec mes invités en plateau. Fabrice Delépine, président d'Aventif, membre d'Éthique, maître Caroline Merle, avocate en droit du travail au cabinet Vivenchis, et Renaud Pilat, éditorialiste politique à LCI. Merci à tous les trois d'être là. Ce matin, Édouard Philippe, le Premier ministre, était donc à Dijon et il a annoncé la fin progressive, en tout cas, du RSI. On l'écoute. Entre les appels de cotisation au montant incompréhensible, entre les retraites payées avec retard, entre les interventions d'huissiers, beaucoup d'entre vous ont ressenti un grand agacement et certains ont parfois vécu un calvaire. Chacun a essayé de bien faire. Mais objectivement, le dispositif n'était pas à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la qualité de service à laquelle les Français ont droit. Agacement, calvaire, Fabrice Delépine, c'est ce que on peut dire, complètement. En tout cas, vous l'avez vécu. Le RSI, pour nous, indépendants, il y avait deux problèmes de base. Le premier problème était qu'en fait, c'était un logiciel qui ne fonctionnait pas bien, un peu à l'image de ce qu'on a connu dans la SNCF ou pour le paiement des militaires fut un temps. C'est un logiciel qui pouvait vous envoyer des factures, des rappels, on ne sait comment, avec des calculs totalement aberrants. Donc ça n'a jamais fonctionné. Et je crois que ça fait 7 ans que ça ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il y avait un vrai décalage de trésorerie entre les charges qui étaient liées et les appels de fonds qui étaient envoyés et qui pouvaient être jusqu'à 1 an de décalage. Et ce qui fait qu'un petit indépendant qui généralement ne gagne pas grand-chose dépense assez facilement ses revenus. Et tout d'un coup, 1 an plus tard, il recevait une facture souvent incroyable et qui donc le pénalisait grandement dans sa gestion de la trésorerie au quotidien. Donc c'était quelque chose d'attendu, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Vous, c'était quelque chose que vous attendiez en tout cas? Complètement, oui. Alors ce qui est intéressant dans ce qu'a proposé Édouard Philippe ce matin, c'est qu'il y a non seulement le problème technique qui était posé, qui est un problème qu'on aurait dû résoudre depuis longtemps, et puis il y a cet espoir pour les indépendants d'avoir un petit peu moins de charges. Et c'est là-dessus aussi qu'on l'attendait beaucoup, qui est une réelle baisse de charge. Alors là-dessus, il a été un peu plus flou, il nous en a promis, mais on attend de voir avec une machine à calculer ce que ça donnera réellement. C'est encore un peu imprécis. Vous êtes avocate spécialiste dans le droit du travail. Ça va alléger peut-être le droit du travail, aider la fin du RSI, ou ça causait vraiment aussi des problèmes? Effectivement, pour rebondir sur ce que disait M. Delépine, on a eu les difficultés rencontrées d'un point de vue technique d'organisation. Et donc là, on va s'adosser à l'URSSAF, qui a un régime qui marche plutôt pas mal, avec des interlocuteurs qui sont plutôt compétents au sein du régime général, avec des moyens informatiques qui sont bien plus développés que ceux que le RSI a actuellement. Donc on espère une simplification des relations avec grâce au régime général, grâce à cet adossement au régime général. Et par ailleurs, sur le coût, le montant des charges en elles-mêmes, moi aussi, j'attends de voir ce qui va réellement se passer, puisque l'impression que j'en ai aujourd'hui, c'est plutôt qu'on va avoir un abaissement des charges pour compenser l'augmentation de la CSG. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait une réelle baisse de charges pour les entrepreneurs. Tout est là, il va falloir voir l'équilibre aussi de toutes ces mesures, des mesures, Renaud, qui sont quand même des mesures peut-être politiques avant d'être fiscales quand même. C'est un signal politique très fort, bien sûr, du gouvernement et d'Emmanuel Macron et de son Premier ministre Édouard Philippe, qui a fait le déplacement à Dijon en grand nombre, plusieurs ministres. Un déplacement très préparé. Mise en scène, on peut le dire. Bien en amont et mise en scène, puisqu'on va avoir à la fois les artisans commerçants, mais également, et on en dira un mot, le personnel qui travaille au RSI, parce que eux, bien sûr, ils ont peur du coup de passer à la trappe dans cette réforme, donc il faut rassurer les uns et les autres. C'est un signal politique fort, puisque la semaine dernière, avec la réforme du Code du travail, on s'est occupé plutôt des petits patrons, et puis un peu moins, mais quand même aussi des grandes entreprises. Pour les salariés, c'est de la baisse des cotisations, mais il fallait bien sûr s'occuper des indépendants. Les indépendants, c'est 6 millions de Français chaque année, c'est énorme. Et donc on se retrouve là avec une réforme qui répond globalement aux attentes. Juste une question, on voyait ici ou là des parlementaires, moi que j'ai eu au téléphone, qui disaient « Bon, certes, on change beaucoup de choses, mais on avait déjà commencé à améliorer le système depuis quelques années, et finalement, le fait de tout changer, on va repartir à zéro, ça va recréer un peu d'usine à gaz. » Est-ce que vous pensez qu'on pouvait continuer ou il fallait tout changer ?
On va voir en tout cas ce qu'en pensent peut-être justement les Français, parce que Yannick Eza et Alice Verriat sont allés justement prendre le pouls pour cette suppression du RSI. Vous allez le voir auprès d'un mécanicien et d'un boulanger. À 81 ans, Henri Kempf est mécanicien indépendant depuis 1962. Des régimes de sécurité sociale pour indépendants, il en a vu passer plusieurs, mais pour lui, le RSI est de loin le pire. Je travaille par plaisir, mais le RSI me gâche le plaisir. Parce que, au lieu d'essayer d'encourager les gens à monter un petit peu, il vous fait descendre. Tout ça, c'est le RSI. Il y a 3 ans, il a reçu une facture vertigineuse. 95 000 € de cotisation à payer, soit 80% de son chiffre d'affaires. C'était en fait une erreur de calcul du RSI. D'autres erreurs lui ont même coûté des pénalités de retard alors qu'il était en règle. Résultat pour lui, la suppression de ce régime spécial est un soulagement. Moi, je trouve que c'est bien, mais ça ne va pas se faire à une journée. Ça va être long. En effet, il faudra attendre fin 2019 pour que les indépendants soient totalement rattachés au régime général. Dans cette boulangerie, Franck Thomas est artisan indépendant depuis 25 ans. Il l'admet, le RSI n'est pas parfait, mais il a fini par s'y habituer. Alors aujourd'hui, sa suppression l'inquiète. C'est un système qui commence à bien marcher et là, on va nous l'arrêter. Dans quelles conditions et comment? Voilà, et quel mode de calcul va y avoir? Parce que si c'est pour avantager que les grandes entreprises, il faut aussi penser aux petites entreprises et à l'artisanat surtout. La suppression du RSI va concerner près de 3 millions de travailleurs indépendants. Il y a une vraie inquiétude quand même, on le sent aussi. Peut-être les gens ont un problème de confiance, peut-être en se disant bon, on va nous enlever ça, mais on va nous le mettre ailleurs. Alors on parlait tout à l'heure en effet de ces baisses des charges avec aussi l'augmentation de la CSG derrière. Donc on baisse quelque part, on augmente derrière. L'idée c'est de voir qu'est-ce qui va se passer après. Vous êtes aussi dans ce questionnement-là ? Oui, absolument, parce qu'il ne faut pas oublier que le RSI, au départ, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est un système qui permet de payer moins de charges pour un indépendant par rapport à un salarié lambda. Juste créé en 2006 par la droite, il faut le rappeler. Oui, tout à fait. Non, mais voilà. Donc c'est un système qui finalement nous a permis, nous, indépendants, de payer moins de charges. Donc évidemment, la première question que d'ailleurs les reportages illustrent bien, c'est qu'on veut s'assurer qu'on va continuer à payer moins de charges et qu'on ne va pas tomber dans les mains de l'URSSAF, qui est quand même un outil qui nous a toujours fait peur et avec une bureaucratie terrible. J'ajoute un autre point, c'est qu'au RSI... C'est ça, l'URSSAF se chargera du recouvrement. Absolument. Mais il y a un autre point qui a toujours été très très pénalisant pour le RSI, c'est qu'il était impossible de joindre un interlocuteur. C'est sans doute l'administration la plus fermée en France. Et quand il y avait une erreur technique comme ce monsieur l'a vécu, vous ne pouviez jamais joindre quelqu'un et c'était insupportable. Alors que l'URSSAF est assez joignable. Est-ce qu'il y a une question aussi peut-être de bureaucratie? Alors ça, on connaît la France, on sait quand même qu'on croule sous la bureaucratie. On l'a vu dans le reportage, le mécanicien dit le RSI c'est ça et il demande des tonnes de documents, de paperasse encore, c'est tout ça aussi, c'est un problème? Effectivement, on a un problème d'accessibilité à l'information, de lisibilité. Il y a un système qui est très opaque puisqu'on a, moi-même je suis au RSI en tant qu'avocat libéral et on a un problème de nous-mêmes pour calculer nos cotisations et qui nous met dans des difficultés de comptabilité qui sont incommensurables aujourd'hui. Ce qu'on espère demain, c'est que ce système soit peut-être simplifié, avec effectivement des interlocuteurs qui soient joignables, qui soient compétents, ou qui soient pointus, puisqu'on a une comptabilité qui est extrêmement difficile à suivre, et d'avoir des interlocuteurs qui puissent répondre à nos questions. Fabrice de Lépine. Oui, j'ajouterais aussi que le RSI avait d'autres petits défauts, c'est qu'en termes de protection sociale, de protection retraite, médecine notamment, c'était assez maigre. Donc là, en tant qu'indépendant, on serait assez content de se rattacher à un régime plus général. De même que pour la formation, comme M. Philippe en a parlé également ce matin, on était quand même très très laissé pour compte. Alors, volonté de débloquer les embauches et aussi de favoriser les auto-entrepreneurs. Donc, évolution du statut, ça concerne quand même 1 million de Français. Système souvent accusé de concurrence déloyale par des petites entreprises. Là, doublement des plafonds de revenus requis pour obtenir ce statut. Est-ce que du coup, ça va amoindrir cette concurrence déloyale? C'est toujours pareil, l'auto-entrepreneur, c'est une bonne idée au départ. Ça permet à certaines personnes de créer leur entreprise,
certaines qui n'osaient pas franchir le pas, qui étaient devenues trop âgées, en dehors du système, etc. Donc c'est très bien. Aussi pour les jeunes d'ailleurs. Ou des jeunes, des étudiants. Des jeunes, absolument. C'est très facile. Non, mais complètement. C'est très très bien fait. Pour le coup, là, ça fonctionne bien. La bureaucratie n'existe pas. C'est vraiment superbe. En revanche, c'est vrai que pour nous, artisans, ça crée une concurrence totalement déloyale. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'on paye moins de charges en tant qu'auto-entrepreneur, mais ça, à la limite, ça peut justifier du fait du statut un peu à part. Le vrai scandale pour nous, c'est que les auto-entrepreneurs, ils ne payent pas de TVA. Payent pas de TVA, donc ça fait 20% de concurrence déloyale. Plus la différence de charge qui est de l'ordre de 10 ou 15%. Donc quand je prends par exemple un coiffeur qui se bat contre un indépendant auto-entrepreneur, il a une différence de prix de 30 ou 35%. Sur des factures à 15 €, ça se voit quand même très très vite. Donc finalement, certains ont tout intérêt à rester à redescendre un petit peu en termes de revenus en restant auto-entrepreneur plutôt que de passer... Voilà, alors les plafonds, c'est pas tellement le sujet qui nous préoccupe le plus, c'est surtout la TVA. Et deuxième sujet qui n'a pas du tout été abordé, c'est qu'il avait été prévu dans son fondement initial, pareil, mesure de droite, l'auto-entrepreneur, que c'était un statut qui devait être précaire. C'est-à-dire qu'on devait rester auto-entrepreneur 3 ans au maximum. C'était totalement oublié. Et aujourd'hui, il y a des auto-entrepreneurs qui le sont depuis 10 ans. Et ça, c'est pas bien non plus. Je ne parle même pas du travail au noir. La baisse des charges, baisse des cotisations sociales, maladie et chômage, est-ce que ça va être un gain de pouvoir d'achat pour les travailleurs indépendants finalement ? C'est là où on se posait la question avec les hausses derrière qu'il y a finalement. Exactement, on a peur là à ce stade, en l'absence de mesures concrètes ou en tout cas définies de façon suffisamment précise, que finalement ce soit compensé et qu'il n'y ait pas de véritable baisse de charges et permettant une augmentation du pouvoir d'achat qui soit réelle. Parce que c'est ça l'objectif, normalement, ça devrait donner en tout cas du pouvoir d'achat pour les travailleurs indépendants. C'est ce qu'on nous a vendu en tout cas, oui, absolument. Alors justement, tout ça, ça rentre quand même dans une politique de relance de l'emploi. On va écouter Édouard Philippe, justement, comment il justifie toutes ces mesures. Cette lutte contre le chômage, elle passera par des décisions nombreuses d'embaucher de la part des petites, voire très petites entreprises. Que ceux qui prennent les risques doivent pouvoir réussir et qu'on est là pour accompagner tous les gens qui vont avoir des initiatives en France, tous les gens qui vont vouloir développer leur affaire, tous les gens qui ont une idée et qui veulent aller au bout. Voilà. Et donc si on fait en sorte que ce soit plus simple, que ce soit moins cher, que ça permette de déclencher des embauches, on aura rendu service, bien sûr, au patron de la petite boîte qui se lance, mais on aura rendu service plus généralement au pays, parce que le pays en a besoin. C'est tout ce que les Français ont envie d'entendre en même temps, Renaud. C'est aussi pour ça qu'ils ont été élus, c'est relancer l'emploi. Exactement. En tout cas, là, Anne-Chloé et Emmanuel Macron, satisfait des promesses de campagne, on est exactement sur des choses qu'il avait annoncées, et on est, je dirais, dans le cœur de cible d'une partie de son électorat qui, depuis 10, 15, 20 ans, dit on ne peut pas investir, on ne peut pas créer des emplois, j'ai envie de créer mon entreprise, mais c'est trop compliqué. Ou ceux qui sont au RSI, on l'a tous entendu, qui disaient on nous empêche de travailler, voilà, on a des règles. Donc là, Emmanuel Macron et Édouard Philippe veulent, comme ils disent, libérer les énergies, avec la réforme du Code du travail, avec d'autres réformes qui vont arriver, de la formation professionnelle, c'est une réforme qui est extrêmement importante. Eh bien, on a tout un tas de mesures qui sont censées, je dis bien, créer dans les mois et les années qui viennent un climat favorable à la création d'emplois. C'est pas une réforme comme le Code du travail, les ordonnances qui va faire baisser le chômage, c'est tout un tas de mesures dans l'ensemble des domaines de l'économie française. Un mot quand même sur la formation. La formation, parce que toutes les professions, les indépendants, les petites entreprises, souvent disent on aimerait par exemple trouver des apprentis, on n'en trouve pas. Pourquoi ? Parce que la formation ne marche pas. Donc la réforme de la formation professionnelle est un élément clé. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a encore un point d'interrogation sur la formation, notamment pour vos professions. Non, tout à fait. Ça a été annoncé aussi, je crois qu'on parlait de 20 milliards. Après, nous, indépendants, tout ce qui va dans le sens de la baisse des charges et d'une remise en confiance du patronat, notamment avec la réforme du Code du travail, c'est quand même des choses qui vont nous donner envie d'embaucher et qui devraient être positives pour l'emploi, donc pour le pays. Mais ça va suivre derrière ou pas ? Parce que sous le quinquennat de François Hollande, il y a eu également des mesures, peut-être pas pour vous, mais pacte de responsabilité et autres, et on a vu là, on sent un effort global. Voilà, on sent un effort global et qui va, non pas dans le sens du patron, parce qu'on n'est pas, encore une fois, les patrons contre les ouvriers, c'est fini ça depuis
bien longtemps, dans le sens du pays où tout le monde a envie de travailler, que ce soit des indépendants, des chefs d'entreprise, des salariés. Voilà, on a envie de travailler. Il faut qu'on nous donne confiance, donc qu'on paye moins de charges, moins d'impôts, ça c'est une certitude. Et alors justement, après cette opération séduction, parce que ça l'est évidemment quand même, est-ce que vous avez confiance ? J'ai davantage confiance, voilà. J'aimerais que... moi, j'ai un credo aussi, c'est la baisse des dépenses publiques qui ne suit pas tellement et qui est totalement nécessaire pour le pays. Ce sont autant de choses dont on a vraiment besoin. Et je pense que, si on parle un peu politique, Emmanuel Macron a une cote de popularité qui baisse. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il prenne des vraies mesures, qu'il y aille franchement. Sinon, ça va être un Hollande bis. Donc, il faut qu'il y aille, qu'il applique son programme. Et il a 5 ans pour réussir. Mais des mesures qui n'ont pas d'effet forcément tout de suite immédiat aussi. Si vous baissez les charges, c'est une mesure immédiate. Voilà. Les Ou alors charges, on le les faire paye de tous les façon mois. progressive, parce qu'on voit que finalement, et il le disait aussi d'ailleurs, ce mécanicien dans ce reportage, ça va prendre du temps. Tout ça va ne pas se faire comme ça. Oui, mais ça, c'est bureaucratique. Si on sait qu'on va payer moins de charges à la fin, que ce soit dans 3 mois ou dans 1 an, c'est pas très grave. Oui, mais c'est pour les gens qui nous regardent, et notamment ceux qui recherchent un emploi, que les petits patrons, artisans, commerçants ou professions libérales payent moins de charges. À la limite, ils sont contents pour eux. Mais derrière, il faut que ça favorise l'emploi. Il faut que ça fasse baisser le chômage et le chômage des jeunes. Est-ce qu'il y a un donnant-donnant ? Est-ce que vous et vos collègues, je dirais, patrons, vous pensez que vous allez mettre la gomme et prendre des risques? Les artisans embauchent. Vous avez parlé de 6 millions d'artisans. Les salons de coiffure, il y a des employés dedans. On le voyait aussi dans les reportages. Donc oui, si vous avez confiance, vous payez moins de charges, moins d'impôts, à un moment ou à un autre, vous allez embaucher. Surtout qu'il y a un peu de croissance, un peu de dynamisme dans le pays. Donc, et vous confirmez que la réforme de la formation, c'est très important pour trouver des apprentis je confirme absolument. Dans beaucoup de métiers, on ne trouve plus d'apprentis. Et le système ne favorise pas la formation professionnelle ou l'apprentissage. C'est notre gros décalage avec l'Allemagne, tout simplement. Donc là-dessus, c'est pareil. Il faut c'est le prochain gros dossier, ça. C'est le prochain, mais je crois qu'il est imminent. Enfin, c'est pour les semaines à venir. Oui. Et votre regard en tant qu'avocate spécialiste du droit du travail ? Alors, pour moi, Vous avez confiance en ces mesures pour relancer l'emploi ? Alors, j'ai confiance, il est trop tôt. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prises dans la durée, qui se suivent, et donc qui donnent un signal positif aux entreprises, et j'utilise le mot entreprise et pas aux employeurs, à dessein. Et donc, on a effectivement une idée de dynamisme et d'encouragement vers les entreprises pour l'embauche et pour le développement de la croissance. Alors, en parlant justement d'entreprise, on va passer à un autre thème, mais qui concerne aussi l'entreprise, cette jurisprudence européenne. Envoyer un email personnel de sa boîte professionnelle ne peut justifier un licenciement. Les juges européens ont sanctionné aujourd'hui la surveillance de courriels privés au travail. Alors, c'était un employeur en Roumanie qui avait licencié un de ses salariés en 2007. Ça fait jurisprudence européenne. On se demande où est la limite. Alors finalement, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, en tout cas dans la rédaction, c'est jusqu'où l'employeur peut-il aller dans la surveillance de l'Internet dans son entreprise ? Alors, il y a un vrai sujet. Il y a une précision qu'il faut faire, c'est que, et vous mettez le doigt dessus, c'est la notion de surveillance. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas surveiller ses salariés sans garde-fou. Ça, on le sait en France depuis 2002, puisque la CNIL, en 2002, a imposé à l'entreprise un certain nombre de limites d'information des salariés, d'information consultation des représentants du personnel, une déclaration à faire à la CNIL préalablement à la mise en place d'un système de surveillance. La notion de surveillance, ça recouvre un contrôle avec une idée de permanence, si vous voulez, qui est continue, où l'employeur pourrait regarder les emails de son salarié avec un système organisé pour le traquer en quelque sorte. Ça, en France, c'est organisé. Donc, l'arrêt de la CEDH ne bouleverse pas fondamentalement ce qu'on fait déjà en France. On ne peut pas licencier quelqu'un en disant voilà, il a envoyé de sa boîte professionnelle un mail personnel. En tout cas, c'est pas exactement ça. C'est qu'on ne peut pas le licencier si le système, si par exemple on s'est rendu compte des agissements frauduleux du salarié par un système de surveillance qui n'a pas été déclaré conformément aux injonctions de la CNIL. Mais si vous avez mis en œuvre tout ce que la CNIL vous a dit de faire, si vous avez mis en œuvre ce que la CEDH nous a dit ce matin, toutes ces mesures, ces garde-fous, vous pouvez surveiller vos salariés et vous pouvez licencier un salarié si votre système de surveillance est légal en quelque sorte.
Mais je comprends, surveiller vos salariés, ça va jusqu'où? C'est a posteriori, a priori, c'est lecture en continu des mails. Concrètement, c'est quoi pour les salariés? Justement, c'est la notion de surveillance en elle-même qui implique cette notion de permanence dans le contrôle de l'employeur. Donc ça, si vous avez un système qui est automatisé, par exemple, vous mettez en place un logiciel qui, à partir du moment où le salarié emploie certains mots-clés, vous font ressortir les emails par du mots-clés, salarié. Là, on est dans un système organisé qui doit être déclaré, qui doit répondre donc aux garde-fous dont je parlais tout à l'heure. En revanche, vous, en tant qu'employeur, si vous avez fait un audit au sein de votre entreprise, qui ressort de cet audit qu'il y a eu des malversations, qu'il y a des difficultés au sein de votre service commercial, vous pouvez accéder aux emails de vos salariés, parce que ce n'est pas un système de surveillance en permanence, c'est une mesure. En cas d'une recherche, d'accord. Exactement. Et à ce moment-là, vous avez accès aux emails de votre salarié, qui sont émis de sa boîte professionnelle et qui ne sont pas identifiés comme personnels. C'est-à-dire que l'employeur a un droit d'accès aux emails professionnels. D'accord. Aujourd'hui, Internet, c'est dans toutes les entreprises. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que patron Je pense qu'il faut faire appel au bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin dans la surveillance et dans la vie privée des gens. Mais de la même manière, si vous voulez, on demande souvent à nos salariés de répondre à des emails professionnels alors qu'ils sont rentrés chez eux depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, on vit avec Internet, on vit avec des smartphones. Il faut l'utiliser à bon escient. Mais je crois que la France était déjà assez engagée dans la bonne voie sur ce système-là. S'il y a des abus qui sont faits, il faut les sanctionner, ça paraît évident. C'est avoir des doutes, c'est pas surveiller pour surveiller, c'est ça je pense que c'est plutôt a posteriori, comme vous disiez. Si un jour il y a eu un doute et qu'on veut aller fouiller pour voir ce qui s'est passé, si c'est venu d'une boîte professionnelle, c'est pas normal. Voilà. Ce qui s'est passé c'est vraiment pas notre préoccupation au quotidien, je crois. L'employé a voulu attaquer l'employeur justement pour atteinte au respect de la vie privée en disant vous avez regardé du coup mes mails personnels. Il a été lui aussi débouté finalement de la Cour européenne de justice. Alors il avait été débouté en première instance et là l'arrêt qui date de ce matin est l'arrêt d'appel de la décision qui avait été rendue initialement en 2016. Ce qu'il faut savoir dans cette affaire, c'est que le salarié, en une semaine de temps, avait envoyé l'équivalent de 45 pages d'emails personnels. Donc il faut aussi avoir en tête l'abus, la notion d'abus par les salariés, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on arrive en France à avoir un système qui est relativement équilibré, qui est encadré, qui préserve les libertés individuelles, mais aussi l'intérêt de l'entreprise dans le contrôle de ses salariés, puisque c'est un outil professionnel. Donc, légitimement, ça doit servir à l'entreprise et non pas à des fins personnelles. Donc, en gros, là, pour comprendre, l'employeur, c'était quoi, 45 pages de mails personnels? Exactement. Donc, en gros, l'employeur soupçonnait son salarié de ne pas bosser, quoi. Exactement. De jouer ou de discuter avec ses amis. Sauf qu'il a eu accès à ces 45 emails par le système de surveillance qu'il avait mis en place. Et en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis en place ce système de surveillance sans en avoir informé préalablement le salarié. Il faut que le salarié soit au courant, d'accord. Là aussi, on est quand même dans quelque chose qui semble complexe. Pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que pour s'y retrouver et savoir quels sont ses droits finalement là-dessus, on est encore dans quelque chose qui est un peu flou sur Internet, où on arrive finalement à faire des règles peu à peu, notamment entre les liens entre justement le personnel, le professionnel et Internet au travail. Écoutez, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que la jurisprudence, en tout cas en France, est relativement claire, que les règles sont plutôt bien appliquées par les entreprises, en tout cas c'est l'expérience que nous l'on a. Qu'on a cet arrêt évidemment qui surgit, mais on est en Roumanie, on est dans un système qui est différent en matière de droit du travail. Il y a un arrêt qui concerne c'est droit européen, voilà, ça va s'appliquer, ça va faire jurisprudence aux pays européens. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que la France était intervenue à titre volontaire pour faire part de son avis au juge, en rappelant ou en essayant de rappeler en France que c'était suffisamment contrôlé, etc., et pour essayer de faire pencher la CEDH vers une solution française, en fait. Et aujourd'hui, la décision de la CEDH, on verra ce qu'en tirera la CNIL, notamment, parce que je pense que la réaction de la CNIL va être importante. Mais on est plutôt dans les clous, et à nouveau, on est plutôt dans un pays qui sauvegarde les libertés individuelles, et donc les choses étaient déjà tracées en France. Et donc on n'a pas un bouleversement, si vous voulez,
fondamentale de nos règles, en France en tout cas, par cet arrêt de la CEDH. Mais pour rejoindre ce que disait Anne-Chloé, c'est vrai qu'on est en train de changer d'air à une vitesse folle avec le digital et le numérique. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore 10 ans, un mail ou 15 ans, c'était un peu un événement. Il a envoyé un mail ou il est sur WhatsApp, enfin je vais pas faire de la pub, mais là, la frontière entre la vie réelle et la vie digitale, nos conversations réelles et nos conversations digitales, il n'y a quasiment plus de frontières. Donc, à la limite, il y a peut-être des salariés qui, toute la journée, sur WhatsApp, échangent avec des amis sur un dossier, sur qu'est-ce que t'en penses. Alors, est-ce qu'ils bossaient? Est-ce qu'ils échangeaient pour préparer son week-end? Les paramètres, les limites sont plus compliquées. Difficiles à mettre en place. En effet, on a en tout cas cette impression. Il y a encore du travail à faire autour de ça, en tout cas, on suppose. Oui, mais après, dans la vie réelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que finalement, on a peu ces problématiques-là. On est peu gênés. Oui, et finalement, ça s'adapte assez bien. Il y a une grande compréhension des employeurs. Il y a un maniement par les salariés qui est pour l'instant raisonnable et qui se fait en bonne intelligence. C'est cas par cas. C'est pas nouveau. Hein. Quand un employé passait sa vie au téléphone il y a quelques années, ça pouvait énerver l'employeur également. Le téléphone professionnel. Voilà, donc oui, mais s'il passe du temps avec, c'est gênant. Le tout, c'est d'être... Oui, mais la différence, c'est que maintenant, avec tous nos... Ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas. Donc effectivement, il faut, un bon climat dans l'entreprise. Faites attention parce que ça se voit finalement. C'est ce qu'il faut dire. On a l'impression que ça se voit pas, mais tout se voit. Si un employé à l'heure du déjeuner peut gérer 2-3 problèmes personnels pendant sa pause, je vois pas en quoi ça gêne l'employeur. Et tout le monde est content et du coup, on gagne du temps à tout niveau. Donc encore une fois, le soir, on répond à des mails professionnels. Donc exactement, oui, la limite, justement. Mais il y a un droit à la déconnexion. Oui, le droit à la déconnexion. Quand même. Absolument. Exactement. Pas de harcèlement. Droit à la déconnexion. Droit à la déconnexion, c'est pas pour vous, Renaud, tout de suite, parce qu'il nous reste 3 minutes et justement, on va passer à l'œil de Renaud, votre œil, votre regard sur une actualité politique. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur le 6e candidat à la présidence des Républicains, Maël de Caland, héritier jupéiste. Mais pour vous, tout ça, c'est encore un coup d'Emmanuel Macron. Non, c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'onde de choc de la victoire d'Emmanuel Macron, qui, je vous le rappelle, a 39 ans, quand même, eh bien, l'onde de choc, on la voit un peu partout encore dans notre paysage politique français. On est en pleine décomposition, on voit et à gauche et à droite, les uns ou les autres ont beaucoup de mal à se remettre de ces échecs. Et on voit que la droite essaye d'organiser une compétition pour prendre le parti, enfin en tout cas pour donner un nouveau président au Parti des Républicains à la fin de l'année. Et quand on regarde les 6 candidats, regardez, on les regarde ensemble, on les voit. Eh bien, il y a encore des années, en 2012, il y avait 2 candidats pour une compétition à la tête des Républicains. En 2014, il y en avait 3. Et la moyenne d'âge, c'était 55, 60 ans, 65 ans. On a envie de dire une certaine jeunesse, on n'ose pas trop, mais on le dit. Et Anne-Chloé, il y a un vent de jeunesse. Si on peut revoir l'image, je vais vous donner juste les âges des candidats. Dans le désordre, 34 ans, 37 ans, 37 ans, 37 ans, 42 ans, Laurent Wauquiez a 42 ans au milieu, et l'aîné, Daniel Fasquelle, à gauche, eh bien, a 54 ans. Mais on a quand même 3 ou 4 candidats. C'est le seul qui a plus de 50 ans, alors. Le seul qui a plus de 50 ans, et on a quand même 3 ou 4 candidats qui ont moins... Pas 40 ans. Exactement, qui n'ont pas 40 ans. C'est une révolution à droite. À gauche, on faisait de temps en temps émerger des gens plus jeunes. Et bien à droite, on voit qu'il y a effectivement une volonté de renouvellement. Et il y a surtout un sursaut générationnel, je peux vous le dire, d'élus qui disent les Sarkozy, Fillon, Juppé, quelque part, ils nous ont un peu emmenés au casse-pipe. Il y a eu la guerre des chefs. Et bien aujourd'hui, c'est à nous désormais de prendre le flambeau. Et l'âge d'Emmanuel Macron, finalement, eh bien, réagit sur l'ensemble de la classe politique française. Pour parler du nouveau candidat de ce matin, Maël de Caland, eh bien, il a 37 ans, il est juppéiste, il est bille en tête contre la ligne droite dure de Laurent Wauquiez, et c'est exactement son angle d'attaque pour cette candidature. Il dit, moi, quelque part, les idées, on verra, mais déjà, nous, jeune génération à droite, c'est à nous désormais de reprendre le flambeau, parce que les aînés nous ont emmenés au casse-pipe, et du coup, sa candidature, elle est avant tout générationnelle. Ça faisait 30 ou 40 ans qu'on disait que la classe politique française était un peu vieillissante. Et ben on voit que dans tous les partis, même à la France Insoumise, regardez à la France Insoumise, au mois de juillet, on a vu à l'Assemblée ces jeunes députés mélenchonistes, talentueux d'ailleurs, qui renouvellent le genre.
Donc voilà, pour ceux qui disaient place aux jeunes, on voit que la place aux jeunes, elle est un peu partout, y compris à droite, pour cette bataille, pour prendre la tête du Parti Les Républicains. Le résultat, ça sera au mois de décembre. En tout cas, la bataille est bien partie. Encore une bataille politique, en tout cas, et où on montre que tout est possible. C'était aussi un petit peu le bilan de ce quinquennat. Exactement. De ce quinquennat, de cette élection et cette campagne présidentielle. On dit que Laurent Wauquiez est ultra favori. Méfions-nous, les journalistes politiques, on s'est souvent trompés. C'est une vraie bataille qui s'engage. Merci Renaud Pila pour cette analyse politique. Merci à tous les trois d'avoir été là et d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, c'est le journal sur LCI. On se retrouve juste après pour le 16h. L'invité politique, Sébastien Chenu, Front National.